je vais demander à Monsieur Dr Boubacar Bari donc, de nous présenter la problématique de l'eau entre les deux pays et de nous parler surtout de gestion durable des ressources en eau entre le Sénégal et la Mauritanie. Merci. Merci, bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Boubacar Bari. Je suis chercheur dans le domaine de l'eau depuis une quarantaine d'années maintenant. J'ai fait mes passages à la FAO. J'ai été directeur Afrique de l'Institut international de gestion de l'eau, qui est le plus grand centre de recherche dans le domaine de l'eau dans le monde. J'ai également été directeur du Centre international de recherche sur les changements climatiques, comme directeur scientifique et comme directeur du centre de compétences. Là, nous allons parler d'une question qui est fondamentale, qui est l'eau. Nous disons tous qu'elle est vitale, mais nous devons dire plus qu'elle est vitale. Nous devons dire nous sommes eau. Parce que si nous disons que nous sommes eau, nous nous situons dans le cycle de l'eau et en ce moment, on pourra avoir un impact beaucoup plus intéressant. La question de l'eau, il faut qu'on parle de manière globale sur le continent avant de zoomer sur le Sénégal. En Afrique, on croit beaucoup que nous en avons assez, mais en réalité, l'Afrique ne dispose que de 9% des ressources en eau douce renouvelables. Que de 9%. Comparé aux 45% pour le continent américain, 16% pour l'Asie, 25% pour l'Asie et 16% pour l'Europe. Donc, nous sommes vraiment un continent qui a des problèmes d'eau. Même si nous avons des cours d'eau qui sont relativement importants, je veux citer le Congo, je veux citer le Nil, je veux citer le Niger, le Sénégal, la Gambie, etc. Mais le problème que nous avons en Afrique, c'est que 68% des bassins africains sont transfrontaliers, c'est-à-dire au moins partagés par deux pays différents. Donc, il va de soi que l'utilisation de l'eau pose un gros problème parce que risque de conflit. Mais d'ores et déjà, je vais vous dire que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu qu'une seule fois un conflit de l'eau. Dans toute l'histoire de l'humanité. Souvent, c'est un mythe qu'on met devant quand on parle de conflit de l'eau. C'est plus que le conflit de l'eau, c'est la terre qui pose problème. L'eau est un facteur sous-jacent. Donc, si on revient un peu sur la situation du continent, je dirais que le potentiel per capita en Afrique, aujourd'hui, il est de 3250 mètres cubes par an et par personne. Tenez-vous bien, en 2050, il ne sera que de 1500. J'ai eu la chance de faire partie de ceux-là qui ont fait les simulations et les estimations pour l'horizon 2050 comme directeur de l'Institut international de gestion de l'eau, IWMI. Donc, il va de soi que si on prend 2050, on est en dessous, même à 3250, on est en dessous de la moyenne mondiale, qui est de 6000 mètres cubes d'eau par an par tête d'habitant. Et si on a 1500 en 2050, on est en dessous du seuil critique qui est les 1700 mètres cubes d'eau per capita et par an. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un problème de l'eau et ça risque d'impacter sur nos développements. Maintenant, qu'est-ce que ça a créé dans le monde? Pour en revenir sur le Sénégal de manière générale. De manière générale, partout où il y a eu ces problèmes d'eau, on s'est rendu compte que
il y a eu des tensions sur les usages domestiques, agricoles, industriels. À l'échelle mondiale, 70% de la ressource en eau est utilisée pour l'agriculture. Quand je dis l'agriculture, c'est avec un grand A. C'est la pêche, c'est l'élevage, c'est la production agricole et c'est l'environnement également, parce qu'il faut préserver l'environnement. 20% de cette ressource est utilisée exclusivement pour l'industrie et les mines. 10% seulement pour les usages domestiques. L'eau qu'on boit, pour se laver, pour faire le ménage, etc. Donc, les usages, parce qu'il y a une pénurie d'eau, le problème qui se pose est que tout le monde en veut et ça fait source de conflit. Donc, d'une manière générale, c'est-à-dire il y a des tensions potentielles qui existent à l'intérieur d'un pays comme à l'extérieur d'un pays. Mais c'est là où il y a eu le génie des dirigeants de l'époque, après la sécheresse des années 74, 72, 73, 74, de créer l'ORS et par la suite l'OMVS. Parce qu'au moins, ça a permis de se dire, nous avons une ressource limitée, ou pour les scientifiques, on dit une ressource finie, c'est-à-dire mathématiquement, on connaît les contours. Comment peut-on partager cette ressource-là sans pour autant créer un conflit entre les trucs? Et je crois que c'est l'une des choses les plus importantes. Je le dis d'autant plus avec fierté que j'ai travaillé un peu partout dans le monde comme chercheur dans le domaine de l'eau. Et à ma grande surprise, je me suis retrouvé devoir présenter quelque chose devant le comité en charge du bassin du Mekong. Et je me rappelle très bien, c'était en 2003. Et j'ai donné l'exemple de l'OMVS comme étant un exemple sur lequel tout le monde devait s'appuyer. Personne ne pouvait comprendre que des pays aussi pauvres que les nôtres, qui sont sahéliens, puissent arriver quand même à trouver des formules pour gérer les bénéfices que leur produit la ressource. Je crois que notre collègue de la SOGED pourra en parler davantage. Mais il se trouve que c'est une exception dans la plupart des trucs. Tous vous avez entendu parler du bassin du Nil, où j'ai également eu la chance de travailler et également eu la chance de faire partie de l'équipe qui a développé le modèle sur le Nil bleu. Et je peux vous dire, la tension était aux extrêmes. La personne qui était ministre de l'hydraulique de l'Éthiopie à l'époque, c'était mon postdoc. Il a travaillé avec moi comme postdoc. Donc je connaissais très bien les enjeux qu'il y avait. Heureusement, nous n'avons pas eu ces problèmes-là de manière très tranchante au Sénégal. Si maintenant je reviens dans le contexte sénégalo-mauritanien, ce que je vois, d'ailleurs, dans une dizaine de jours, je serai en Mauritanie, dans le cadre d'un travail dans le Haut-Chargui. Voilà, pour Chargui, voilà. Pour réfléchir un peu, parce que je fais partie d'un groupe qui travaille depuis quelques années sur l'eau comme vecteur de paix dans le Sahel. J'ai eu la chance de visiter le camp de réfugiés de Mbera pour voir les conditions et les difficultés que les gens ont dans cette région-là quand il s'agit de domaine de l'eau et ils sont assis sur de l'eau. Donc, c'est pour dire, nous parlons toujours des eaux de surface, de leur partage, mais il y a 100 fois plus dans le sol. Les eaux souterraines, c'est 100 fois plus le volume que nous pouvons voir en surface, sur le continent. Ce qui veut dire que nous pouvons sortir de la difficulté que nous avons. Et c'est là où il va falloir inventer un nouveau système. Ce système doit passer nécessairement par une invention d'une nouvelle forme de gouvernance de l'eau et une nouvelle forme de gouvernance
de l'investissement à l'eau. Et je crois qu'aujourd'hui, les planètes sont alignées, je le dirai avec plaisir, car nous avons le DREV, qui est le nouveau projet de la Banque mondiale qui va commencer à partir de 2025. Dans le cadre entre le Sénégal et la Mauritanie, de manière générale, c'est très difficile de limiter les choses entre le Sénégal et la Mauritanie seulement. Parce que le fleuve, il prend naissance en Guinée, il passe le Mali avant d'arriver dans la zone qui nous concerne. Donc, ce qui veut dire que tout ce qu'on doit faire, nous devons le réfléchir de manière globale, dans un ensemble spécifique. Il y a des modèles. Ce que j'aimerais bien voir aujourd'hui que l'OMVS fasse, c'est d'avoir un modèle qui, aujourd'hui, l'accent doit être mis sur des sociétés d'exploitation du fleuve, à mon avis. C'est vrai qu'il y a l'exploitation de Djama, il y a Malantani, mais même du point de vue financement, copier des modèles tels que, je crois que mon ami ici assis, on en a parlé, on en a discuté, la Tennessee Valley Authority, où vous avez un modèle intégré de trucs, où il y a autant bien les aspects de développement économique, industriel, mais il y a aussi tout le volet navigation, il y a tout le volet production énergétique. Et je suis sûr que l'objectif 2050, la vision 2050 de l'OMVS touche à ça. Et j'entends de plus en plus parler de la modélisation, ou plutôt du volet transport qui va être développé. Je l'encourage vivement parce que ce sera possible pour le fleuve et pour l'OMVS d'être le cordon ombilical, la porte de sortie de tous les pays du Sahel. Parce que si on arrivait à avoir un port, je le dis comme ça, arriver à d'avoir un port à Caille, ce serait l'idéal pour sortir toute la production agricole, comme le coton, le riz. Si la situation se règle au Mali, le Mali a 1 400 000 hectares de terres irrigables dans l'office du Niger. Moi, j'ai travaillé dans l'office du Niger. Rien que le Mali peut nourrir toute l'Afrique de l'Ouest en riz. Si on parle sérieusement, on n'a pas besoin de nous fatiguer pour faire autre chose ailleurs, pour faire du riz ailleurs. On pouvait le faire au Mali. Mais c'est une question de souveraineté. Il faut que tout le monde veut produire son riz. Mais ce que je veux dire, si on a une possibilité d'avoir une navigabilité du fleuve, comme c'est le Rhin par exemple, si vous prenez le cas du Rhin, depuis la Suisse jusqu'à Rotterdam, c'est un canal. Et ça passe par la Ruhr, qui est la zone la plus industrielle de l'Allemagne. Et tout transite par le fleuve. Si vous prenez le Danube, c'est la même chose jusqu'au port de Constanța en Roumanie. Donc ce sont ces exemples-là que nous, aujourd'hui, nous devons viser. Et merci, a déjà réglé un Dr problème. Barbary, c'est très passionnant. Oui, mais je boucle seulement. C'est très passionnant. Je reviendrai avec vous par rapport justement à l'exploitation du fleuve, mais je vais donner la parole aux autres panélistes qui sont là, notamment puisque vous avez parlé de la navigabilité. Donc, je pense que c'est Madické Mbodj, qui est directeur général de la SOGENAV, qui revient de nous dire où en est le projet de navigabilité sur le fleuve Sénégal. Merci beaucoup. Je pense que bientôt, on va démarrer donc, au moins le projet de navigation. En tout cas, pour le moment, aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec la saison des pluies, la navigation est acquise au moins pour 3 mois. Donc, c'est la navigation saisonnière. Donc, pour revenir à ce projet-là, donc la navigation, c'est le 3e programme de l'OMVS. En général, donc, les 2 premiers programmes sont déjà exploités. C'est donc le développement hydroélectrique qui est géré par une société de patrimoine SOGEM et une société d'exploitation SEMAF qui est dirigée par mon ami Dia.
Et puis il y a aussi donc, le développement agricole qui est géré par le barrage de Diama avec la SOGET. Et le troisième programme, c'est la navigation qui tarde à démarrer faute de financement. Donc le coût global de la navigation, donc, avec toutes les composantes, est de 310 milliards. On avait déjà donc obtenu un financement avec Exim Bank et avait déjà signé en 2019 un contrat commercial avec Afcons. Malheureusement, avec la pandémie et aussi l'hésitation des États. Vous dites Exim Bank, c'est Exim Bank India? Oui, India, voilà. Maintenant, avec la pandémie de la Covid-2019 et les hésitations des États, ce contrat, ce financement a été donc annulé. Aujourd'hui, donc, nous avons réfléchi en se disant que bon, il faudrait, au lieu d'attendre d'avoir le financement dans sa globalité, d'essayer de phaser le projet. Phaser le projet avec maintenant une stratégie de navigation rapide sur le fleuve Sénégal et qui a fait l'objet d'une résolution du Conseil des ministres qui a accepté de financer sur fonds propres à hauteur de 35 milliards. Et les 35 milliards seront donc donnés chaque pays 10 milliards. Et la SOGEM, qui est donc la société mère donc, du système, qui va donner 5 milliards. Donc je pense qu'à ce jour, les sommes ont été, on est en train d'encaisser donc les financements. La Mauritanie, qui est donc le meilleur élève du système, a déjà versé donc 1 milliard. Et donc le Mali a déjà dans son budget 5 milliards. Le Sénégal, je pense que je suis allé voir le payeur qui nous a promis de verser. En principe, donc, nous attendons au moins poser la première pierre au plus tard, donc le mois de janvier ou février 2024. D'accord, donc la première pierre en janvier 2025, voilà, donc c'est pour bientôt. Mais en attendant, je voudrais demander aux deux DG de la SOGED et de la CEMAF, qu'est-ce qui vous distingue? Nous parlons donc en public large. Expliquez-nous vos missions et aujourd'hui, quelle est l'actualité la plus récente par rapport à vos sociétés? Merci. Ok, merci. Moi, c'est Youssoufa Kamara. Je suis le directeur général de la SOGET, Société de gestion et d'exploitation de Diama, le barrage. Avant de répondre à votre question en termes de distinction, si je présente rapidement la société, vous comprendrez quelles sont les différences. Allô, vous m'entendez? C'est bon? Ok. Donc, la société de gestion et d'exploitation de Diama a été créée donc, pour se charger de l'exploitation et de la gestion du barrage de Diama. Le barrage de Diama est construit et mis en service en 1986, donc dans le cadre de l'OMVS. C'est un barrage anti-sel, donc destiné essentiellement à interrompre la remontée de la langue salée, donc à partir de l'océan Atlantique, donc sur le fleuve Sénégal. Donc dû à l'époque, dans les années 70, donc à des épisodes de sécheresse, comme ça a été dit tout à l'heure par le doyen. Donc l'objectif, c'est de mettre à disposition des différents secteurs d'utilisation de l'eau, donc de l'eau douce en permanence. Voilà, donc ces secteurs d'utilisation, c'est essentiellement l'agriculture irriguée et l'alimentation en eau potable. Bon, bien sûr, il y a d'autres secteurs comme l'environnement également qui bénéficient donc, de la présence de cette eau-là. Environnement essentiellement représenté par 2 parcs nationaux qui sont dans le delta du fleuve Sénégal, que sont les parcs nationaux du Djaouling, en côté Mauritanie, en rive droite, et le parc national des Ouadou du Djoudj, côté Sénégal. Donc ces 2 parcs-là sont alimentés en eau à partir de la retenue créée par le barrage de Diama. Donc ce qui est quelque chose d'extrêmement Je pense qu'on ne vous entend pas très bien, le micro. J'ai mon micro ici, hein. Comment je peux faire? Je demande à la régie de venir... c'est un problème. Allô? Ça va mieux comme ça? Donc je disais que l'eau qui est
retenu par le barrage de Diamant, donc avec donc, le barrage lui-même et les endiguements, donc en rive droite et en rive gauche. Donc il y a 2 ouvrages donc, qui ont été construits sur les 2 rives, donc qui permettent de stocker de l'eau. Donc autour de 600 millions de mètres cubes stockés en permanence par le fleuve, par le barrage de Diamant, donc qui permet, comme je disais tout à l'heure, donc d'alimenter de ces 2 importants parcs nationaux, côté Sénégal et côté Mauritanie, mais également de permettre l'exploitation agricole. Aujourd'hui, grâce au barrage de Diamant, on a la possibilité d'avoir 3 campagnes agricoles, alors que ce n'était pas possible avant la construction du barrage. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important en matière de production, en matière de souveraineté alimentaire, etc. Donc ça, c'est un aspect stratégique donc pour le Sénégal et la Mauritanie, parce que l'essentiel donc des périmètres irrigués actuellement se trouve dans la zone d'influence du barrage de Diamant, c'est-à-dire entre le lac de Guiers et l'embouchure du fleuve Sénégal. Donc l'autre aspect, c'est l'alimentation en eau potable, qui est également un aspect extrêmement important. L'alimentation en eau potable, aussi bien pour les localités situées donc, dans les alentours immédiats du barrage. Je passe à la ville de Saint-Louis, donc qui est alimentée à partir du barrage de Diamant. Et également d'autres villes comme Rosso, les 2 Rosso, Rosso Sénégal, Rosso Mauritanie, la ville de Richard Toll, Dagana, etc. Et donc en dehors de ça, nous avons les 2 capitales que sont Dakar et Nouakchott. Nouakchott aujourd'hui est alimenté à 100% grâce à la retenue d'eau sur le barrage de Diamant. Nouakchott est situé à peu près à 200 km au nord du barrage. Donc depuis une dizaine d'années, le gouvernement mauritanien donc, a développé donc, un projet donc, qui permet d'alimenter en eau cette ville, parce que initialement, le Nouakchott était alimenté à partir de forages. Donc il y avait d'énormes difficultés à Nouakchott. Donc les gens étaient obligés d'acheter souvent des citernes pour s'alimenter. Donc chacun avait un réservoir à la maison. Moi je me souviens, lorsque je suis arrivé à Nouakchott la première fois en 2005, donc j'avais pris une villa donc en termes de location, mais je ne m'étais pas occupé de cet aspect-là parce que je réfléchissais comme un Dakarois, donc je pensais que bon, voilà, de façon naturelle il y avait de l'eau, mais c'est après que j'ai découvert qu'en fait il n'y avait pas de l'eau, donc j'étais obligé donc toutes les semaines d'acheter de l'eau donc à partir donc des citernes qui assuraient la distribution donc pour avoir de l'eau. Donc c'est vous dire que c'est une situation assez difficile. Maintenant je pense que maintenant c'est du passé. Donc à Nouakchott on peut avoir de l'eau grâce au barrage de Diamant, et cette eau-là vient donc de ce site à 100%. Alors que pour Dakar, bon, on est aujourd'hui autour de 50% en termes d'alimentation. Bon, cette alimentation-là, elle se fait à partir donc, du lac de Guiers, parce que le lac de Guiers aussi est alimenté à partir de Richard Toll, donc par la retenue du barrage de Diamant. Donc c'est vous dire que vraiment c'est un ouvrage donc, dont les gens ne saisissent pas toujours l'importance, mais ces 2 exemples-là donc, vous permettent de comprendre un peu l'enjeu qui est autour de cet important ouvrage-là. L'autre aspect aussi qu'on n'évoque pas souvent, c'est le fait que le barrage est également un ouvrage de franchissement donc de la frontière sur le fleuve Sénégal, parce que le barrage est en même temps un pont routier. Donc c'est un pont qui permet donc d'assurer la circulation entre le Sénégal et la Mauritanie. On parle souvent donc du passage de Rosso, mais Diamant aussi. Donc certainement beaucoup d'entre vous ici ont eu l'occasion donc d'emprunter ce passage-là. Le barrage aussi c'est un pont routier. Bon, malheureusement donc il y a un problème de continuité, parce que sur la rive gauche côté Sénégal, donc on a une route bitumée donc qui assure donc la liaison entre la route nationale sénégalais, dont en fait du côté sénégalais, jusqu'au barrage à environ 17 km, alors que sur la rive droite, on n'a pas cette infrastructure-là, donc il n'y a pas un accès assez facile, parce que bon, c'est une digue qui est utilisée, une de nos digues d'ailleurs en terre, qui est utilisée comme circulation, mais c'est la seule voie qui existe donc, dans cet environnement-là, qui est un environnement enclavé, et qui permet donc à la population, mais également à d'autres venant de Nouakchott ou bien venant d'ailleurs, donc de franchir la frontière donc à travers le barrage de Diamant. Donc voilà ce que je peux dire donc, pour ce qui concerne le barrage de Diamant. Donc pour vous dire que ce qui fait la différence entre nous et la CEMAF ou la SOGEM, donc c'est que nous on ne s'occupe pas d'hydroélectricité.
Voilà. Donc ce sont ces aspects-là que je viens d'évoquer qui sont de notre responsabilité et qui sont, je pense, des questions aussi importantes, voire même plus importantes quand il s'agit de l'eau d'alimentation en eau potable que l'énergie. Parce que l'énergie hydroélectrique, on peut la substituer à d'autres sources d'énergie, alors que l'eau, elle est insubstituable. Il n'y a pas de... il n'y a pas de remplacement à l'eau, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, merci. 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 Michel Dia, à vous. Vous êtes le directeur général de la CEMAF. Merci beaucoup. J'ai passé 35 ans à la Sénélec et j'étais le Mauritanien de Sénélec. Je le dis parce que après ma carrière, donc j'ai eu la chance de travailler pour Somelec pendant 1 an pour assister cette société, qui est une société sœur, dans son développement technique et organisationnel. Et c'est de là-bas que j'ai été nommé DG de la CEMAF en 2021. Tout à l'heure, on a parlé de GTA. J'étais au ministère du Pétrole comme directeur de cabinet. Et l'exemple de GTA est exactement le même que l'OMVS. Donc depuis 2002, nous avons bâti une ceinture de solidarité entre les 3 États que sont le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, à travers un réseau de transport d'énergie avec 16 postes haute tension qui sont dans les 3 pays où l'OMVS vend de l'énergie aux 3 sociétés nationales d'électricité. C'est de l'énergie propre, donc renouvelable, hydroélectrique, qui est produite par les fils et les filles de ces 3 pays. Et c'est donc un modèle presque unique dans la sous-région d'intégration. Il faut dire que depuis que nous étions tout jeunes, nous tous, nous avons entendu parler de Manantali, du barrage de Manantali. Et donc c'est un barrage pluriannuel qui stocke près de 10 milliards de mètres cubes et qui aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, contribue énormément à la prévention des crues. Dans les toutes prochaines heures ou tous prochains jours, nous atteindrons la cote maximale de 208 mètres et nos équipes sont en train de suivre avec précaution le niveau des eaux dans le fleuve. Donc ce barrage contribue à réguler avec le barrage de Diama le niveau de l'eau dans le fleuve en dehors de son aspect de production d'énergie électrique. Vous savez que tous nos pays aujourd'hui font face à des besoins immenses en matière d'énergie électrique et que notre production est essentiellement basée sur les combustibles fossiles avec des coûts de production extrêmement élevés. Et donc chacun de nos pays a connu des déficits de production qui ont atteint des summums, notamment le Sénégal en 2011 avec les émeutes de l'électricité. Et nous tous, surtout nous qui étions à la Sénélec, nous étions connus pour les délestages. Dans ma fonction principale, j'étais directeur du transport. J'ai passé ma vie, presque 20 ans comme directeur du transport, à opérer les coupures chez les clients. Et donc, cet ouvrage qui a été construit à Manantali, étendu sur Fellou et sur Gouina, nous donne aujourd'hui une puissance installée de 400 MW d'énergie propre. Pour le sizer un peu, la demande aujourd'hui de la Mauritanie, c'est entre 250 et 300 MW. Au Mali, c'est autour de 400 MW. Donc notre production, qui est de 2000 GWh par an, à un coût de 40 francs le kilowattheure, constitue un coût économique et social important pour nos pays. Pour rappel, nos différents pays produisent aujourd'hui leur kilowattheure entre 100 francs et 200 francs. Donc en dehors de cet aspect économique, il y a également l'aspect solidarité. C'est-à-dire que nos différents systèmes électriques, pris individuellement, sont des systèmes très faibles. Il suffit d'un petit coup de vent, je le dis vent entre guillemets, pour que l'ensemble des réseaux aillent en blackout. Mais à 3, nous devenons une ceinture de sécurité plus résiliente et cette stabilité électrique est un bénéfice pour chacun de nos pays. Pour donner un exemple,
la centrale de Boulay-Noir qui a été mise en service récemment n'était pas à mesure de fonctionner à plein régime quand elle était toute seule. Mais dès qu'on a synchronisé sur l'ensemble, on a pu tirer le maximum de cette production. Et cette ceinture de sécurité, de résilience, s'étendra très bientôt sur les 14 pays de la CEDEAO à travers le réseau ouest-africain appelé WAP, où nous ambitionnons de synchroniser les 14 pays et d'installer un marché de l'énergie dans lequel chacun de nos pays va tirer un profit. Aujourd'hui, dans le mix énergétique de chacun de nos deux pays, nous pouvons dire que l'énergie hydroélectrique joue un rôle primordial. D'abord dans la régulation du système électrique, parce que comme je l'ai dit, les centrales de Gouina et de Manantali ont des capacités de réglage du système électrique que n'ont pas les autres centrales. À cela s'ajoute le fait que même en cas de blackout, nous sommes capables de rallumer les centrales et de renvoyer la tension dans les différents pays. Pour rappel, et les gens ne le savent pas, tous les clients qui sont à Bakel, à Matam, à Rosso, sont alimentés par le réseau de l'OMVS. Et aujourd'hui, c'est 2 dorsales qui quittent Kaï pour aller à Bakel jusqu'à Silibabi, et une autre qui quitte Matam pour aller à Kaïdi et à Bogué, et l'autre qui quitte Dagana pour aller à Rosso et à Nouakchott. Donc ces différentes bretelles constituent pour nos pays des sécurités. Et la Mauritanie, que je connais très bien, est un pays jeune en matière de transport. Elle est en train de construire beaucoup de centrales et beaucoup de systèmes de réseaux de transport. Elle a besoin de cette solidarité pour rendre son réseau résilient. Et pour compléter, l'OMVS, à travers la SOGEM, a réalisé beaucoup de projets de réseaux de transport dans les 3 pays. Et aujourd'hui, on peut dire que nos pays bénéficient de cet apport, où le Mali a mis à disposition ses sites hydrologiques et chacun des pays a contribué financièrement dans le service de la dette pour que nous formions un réseau unifié et intégré depuis 2002. On peut encore en dire encore beaucoup plus, mais je peux juste rappeler ce qui s'est passé en 2007, où l'OMVS a installé ici à Dakar une centrale de 40 MW et à Nouakchott une centrale de 40 MW de location qui ont permis de juguler en partie la crise énergétique. Et en 2012 et 2013, la Sénélec a signé avec Somelec qui fournissait au Sénégal 20 MW pendant pratiquement 2 années. Et en prévision du gaz de Banda, nous avons discuté avec la SPEC de Mauritanie pendant presque 3 ans pour que le Sénégal puisse acheter l'énergie du gaz de Banda. Et dans ce cadre que nous avons conçu la ligne Tobène, Saint-Louis, Nouakchott. Et ironie du sort, le gaz de Banda n'ayant pas été exploité, cette ligne sert aujourd'hui d'échange d'énergie entre la Somelec et la Sénélec. Je vais m'en arrêter parce que l'énergie, c'est un fleuve. Ça mérite des applaudissements. On voit toute l'importance de l'eau, puisqu'on est parti de l'eau, on produit de l'électricité, on assure une interconnexion, donc au bénéfice des populations. L'impact social est vraiment là, pertinent. Donc je vais donner la parole à l'unique représentant, je dirais, du secteur privé, monsieur Chérif Nema Aïdara, qui est le directeur général de 3MD. Alors, on parle beaucoup du poste préfabriqué de 3MD Énergie. De quoi s'agit-il et quel serait, par exemple, son rôle dans le sujet du jour, à savoir l'eau et ses usages. Merci. D'accord. Merci beaucoup, M. Wad. Je suis Chérif Aïdara, directeur général de 3MD Énergie, qui est une société africaine d'ingénierie qui est spécialisée dans la conception et la fourniture de solutions énergétiques. Pour répondre à votre question, nous sommes allés de l'eau pour parler de l'électricité, notamment dans la partie production. Nous sommes de l'autre côté de la chaîne. Parce que comme vous le savez, le réseau électrique, c'est la production, c'est le transport, puis la distribution.
c'est grâce à la distribution que l'électricité peut arriver au niveau des consommateurs finaux, que ce soit les industriels, que ce soit les usagers. Donc nous, 3MD Énergie, comme vous êtes en train de le voir, c'est une unité de production de postes préfabriqués. Tout le monde en parle, puisque c'est un produit innovant. C'est un produit innovant dans la mesure où la distribution se faisait à l'époque grâce à de grands bâtiments qui étaient maçonnés et qui servaient à faire la distribution. Donc en 2015, quand 3MD Énergie s'est installé, nous avons modélisé le produit pour en faire un produit beaucoup plus compact, beaucoup plus compact, avec des encombrements réduits pour pouvoir permettre d'accélérer l'électrification des usagers. Ce qui a eu un impact très important dans le déploiement et l'accélération de la construction des réseaux. Comme vous le savez, aujourd'hui, la problématique que nous avons, c'est la problématique de l'accès des populations à l'électricité. Nous disons à une électricité fiable, durable, n'est-ce pas, mais surtout à un coût optimal. Si vous vous souvenez, ou si juste on peut parler de statistiques, on peut se rendre compte que quand on regarde le marché sous-régional, les importations de produits et d'équipements électriques représentent à peu près pour la sous-région ouest africaine 4 à 5 milliards de dollars. Nous parlons à peu près de 3 000 milliards de francs CFA. C'est une manne importante aujourd'hui qui n'est pas captée par le secteur privé, puisque l'ensemble de ces équipements sont importés. Donc nous, l'enjeu était de dire que nous allons faire des unités industrielles de fabrication en local du matériel électrique dont nous avons besoin en Afrique pour industrialiser le secteur. Et ce que ça nous a permis aujourd'hui de faire, c'est déjà de sortir de la dépendance de acheter et d'importer le matériel électrique dont nous avons besoin pour construire notre réseau. Nous avons un peu vu tout à l'heure les statistiques, nous en parlons, mais aussi de créer de la valeur ajoutée locale par la création d'emplois en local. Mais pas que seulement, tout ça nous a aussi aujourd'hui permis de pouvoir avoir de la disponibilité en local, de pouvoir réduire les délais de fabrication et de nous affranchir aujourd'hui de tout ce qui est, même en termes logistiques, la dépendance un peu au délai de fabrication que nous avons dans les usines et aujourd'hui au retard qu'on peut avoir dans les délais de livraison. Si je prends un exemple concret, aujourd'hui nous avons pu, en termes d'impact, faire une économie de 10 milliards de francs CFA pour le Sénélec, pour la Sénélec, mais on va dire pour le gouvernement, je voulais dire, parce que Sénélec étant dépositaire ou mandataire de l'État en ce qui concerne l'électricité, c'est une économie substantielle qui a pu être faite. Parce que faire réaliser 10 milliards d'économies pour une société nationale, c'est permettre de pouvoir déployer ces ressources dans d'autres projets structurants pour la société d'électricité. Et aujourd'hui, ce produit-là qui est homologué au Sénégal l'est aussi dans les autres pays de la sous-région, parce qu'on parle de l'intégration économique sous-régionale. Aujourd'hui, le produit, non seulement il est homologué par la Sénélec, il est installé sur le réseau électrique sénégalais, mais il est homologué par les régies d'électricité dans les autres pays de la sous-région,
que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Bénin, que ce soit le Togo. Et comme vous l'avez vu, aujourd'hui, il est exporté. Donc c'est un modèle réussi d'intégration économique par la production locale. Un vecteur d'intégration. Un vecteur d'intégration économique locale. Alors, merci, je pense que ça mérite des applaudissements. Voilà, et dans le cadre de ce forum économique Sénégal-Mauritanie, puisque c'est un forum qui va certainement se poursuivre à travers le virtuel avec un réseau qui a été créé entre tous les participants, leur email et leurs contacts que vous pourrez contacter. Donc virtuellement, je pense que votre solution va intéresser plus d'un. Donc je vous reviendrai. Merci. Donc je reviens au doyen Dre Boubacar Bari, qui a soulevé une question importante, c'est d'aller plus loin que le modèle actuel et de mettre en place carrément des sociétés de gestion, peut-être des concessions. Docteur, est-ce que c'est ce que vous vouliez dire tout à l'heure? Je vous donne le micro. Ce que je veux dire, c'est si on analyse les modèles qui existent, comme la Tennessee Valley Authority, il y a des sociétés de développement qui sont créées et qui sont même dans l'ingénierie financière. C'est ce type de modèle, je crois, qu'il faut mettre en place. Comme vous savez, par exemple, on a besoin de production agricole. Vous avez, au niveau de la Mauritanie, vous avez votre société de développement agricole. J'ai même un peu oublié le nom, là. La Sonader, voilà. Et au Sénégal, vous avez la SAED. Mais en réalité, c'est des sociétés qui travaillent de manière en vase clos. Hein. Même si on dit que les gens travaillent ensemble, elles travaillent en vase clos. Il n'y a pas beaucoup d'intégration. Ce qu'il y a lieu de faire dans le domaine de l'eau, et ça vraiment j'insiste là-dessus, quand les gens partagent les ressources, même à l'intérieur des pays, il doit y avoir une synergie des politiques. Tout le monde utilise l'eau, on doit pouvoir se parler. Donc, une fois qu'il y a la synergie à l'intérieur des pays, il doit y avoir une harmonisation entre les pays qui partagent la ressource en eau. Et dans ce partage-là, c'est là où je mets ces sociétés d'exploitation-là, faire en sorte qu'aujourd'hui, la locomotive doit être l'OMVS, à mon avis, aujourd'hui, parce que c'est l'OMVS qui a une connaissance parfaite de la ressource en quantité et en qualité à temps réel. C'est ça que je voulais dire. Précision importante, et vous replacez le rôle de l'OMVS, l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui est cité en exemple dans plusieurs forums comme étant non seulement une organisation efficace en matière de gestion de l'eau et de production d'électricité, mais aussi en matière de diplomatie, vous me le permettrez, de diplomatie de l'eau, puisque quand on voit ce qui se passe de l'autre côté sur le bassin du Nil, ici on a un exemple vraiment d'intégration et de pacification par l'eau. Donc, et dans cet exemple, je pense que la navigabilité est une donne importante. Donc, monsieur Mbodj, si vous devriez en quelques mots nous expliquer et nous dire est-ce que ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à 2025, est-ce que c'est un deadline ou bien c'est le début de quelque chose? Bon, en principe, normalement, donc l'idée et ce que les ministres nous avaient demandé de faire, c'était de démarrer au moins les travaux de navigation en 2024. Malheureusement, donc, il y a eu un peu de retard dans la mise à disposition des fonds, mais aujourd'hui, avec les fonds que nous avons commencé à recevoir, et nous avons déjà commencé à lancer les études. Et s'il plaît au bon Dieu, je pense que la sélection de l'entreprise de dragage va être faite vers les environs de fin décembre 2024. Et donc, une fois cette sélection faite, donc je pense que ça va démarrer. Donc, les premiers travaux, c'est le dragage du fleuve. Donc, sur 906 km de Ambideli au Mali à Saint-Louis. Donc, avec maintenant donc, les escales qu'on va réaliser. Donc, ce sont les premiers travaux qui consistent la stratégie de navigation. Comme je dis,
Donc, après la réunion qu'on a tenue il y a une semaine avec le haut commissaire, on nous a vraiment donc engagé si ce n'est pas possible de poser la première pierre en fin décembre, de le faire au moins dès le début de l'année 2024. Un engagement fort à saluer. Je pense que vous parlez sous le contrôle des élus qui sont présents dans la salle. Je vous rappelle que M. Mohamed El Khamed Sid Abdallah, qui est le président du groupe parlementaire d'amitié Mauritanie-Sénégal, est là. Donc, je vous prie de bien vouloir l'ovationner. Il est là avec les membres de ce réseau qui est très important parce que nous, on parle, les politiciens ou bien les décideurs politiques d'une manière générale peuvent prendre des décisions, mais ça doit toujours passer par la Chambre des lois. Et comme nous avons en présence aujourd'hui des députés, je pense qu'ils vont aller porter la bonne parole, puisque tout à l'heure on a parlé du local content, donc ça doit passer forcément par eux. Donc encore une fois, double félicitations, applaudissements. Et par rapport justement à cette question de l'eau, je reviens à la SOGED pour à la fois dire son mot de conclusion avant de prendre quelques minutes et donner à la salle. On a toujours parlé d'un problème sur le fleuve Sénégal. Ce sont les lâchers, ces eaux qui rejoignent l'océan. Compte tenu de ce que le docteur a dit tout à l'heure, à savoir que nous sommes dans un stress hydrique très poussé, comment les États pourront faire pour retenir ces quantités d'eau qui se perdent dans l'océan chaque année? Merci. Ok, merci. Donc, vous soulevez une question extrêmement importante qui revient souvent dans nos réunions. Hein. Donc, les quantités d'eau qui sont lâchées, donc qui quittent le barrage de Diamant pour aller vers l'océan Atlantique. Bon, c'est un phénomène naturel de toute façon, même avant la construction du barrage de façon naturelle, donc l'eau s'écoulait donc pour aller vers l'océan. Maintenant qu'on a construit le barrage, ça veut dire que cette eau qui est retenue doit être utilisée. C'est ça qui permet de rentabiliser les investissements. Mais malheureusement, on constate que régulièrement, donc il y a d'importants volumes qui sont lâchés. Selon les années, ça varie. Donc on est autour de 15 milliards de mètres cubes d'eau, 15 milliards. Donc rejetés par an. Ça représente à peu près 60 à 70% donc des volumes d'eau qui arrivent, donc qui quittent Bakel, donc pour arriver à Diamant. Donc ça veut dire que c'est important. Bon, le problème c'est quoi? C'est que le barrage il n'est pas fait pour stocker n'importe quel volume d'eau. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une capacité qui peut être assurée, qui peut être stockée par le barrage. C'est autour de 600 millions de mètres cubes, c'est le maximum. Parce que au-delà de ça, ça pose problème. Donc voilà, donc on est obligé de laisser passer l'eau parce que techniquement c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, l'idéal c'est que cette eau-là, avant d'arriver complètement à Diamant, il faut qu'elle soit utilisée. Voilà, il ne s'agit pas de stocker l'eau comme ça pour la stocker. L'important c'est qu'elle soit utilisée, c'est-à-dire la mise en valeur de cette eau-là, soit par l'alimentation en eau potable, comme je disais tout à l'heure, bon, ce qui est en train d'être fait, mais cette alimentation en eau potable-là, donc suivi une évolution des besoins. Donc on ne peut pas pomper l'eau comme ça, la traiter et puis la distribuer comme ça si la demande n'est pas là. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est l'agriculture irriguée. Ça a été dit tout à l'heure par le doyen. Globalement, dans le monde, l'agriculture est la principale utilisatrice de l'eau, autour de 70-80%, donc selon les pays. Mais c'est autour de ce pourcentage-là. Donc ça veut dire qu'on a un secteur qui devrait pouvoir utiliser cette eau-là, mais malheureusement, il y a un problème de sous-investissement. Parce que le potentiel qui est aujourd'hui offert par les infrastructures donc construites par l'OMVS, c'était estimé à 375 000 hectares. 375 000 hectares, 240 000 hectares pour le Sénégal et la moitié, c'est-à-dire 120 000 hectares pour la Mauritanie. Donc le reste, c'est au Mali. Bon, pour le Mali, c'est pas beaucoup et c'est autour de 15 000 hectares parce qu'en fait, pour le Mali, l'enjeu essentiel au sein de l'OMVS, ce n'est pas l'agriculture sur le fleuve Sénégal, mais pour eux, l'agriculture, c'est dans le bassin
du Niger. Donc c'est là où il y a pour eux. Donc ce qui fait qu'au sein de l'OMS, l'agriculture, vraiment, les deux pays qui sont principalement concernés, c'est le Sénégal et la Mauritanie. Mais bon, donc il y a un problème de sous-investissement. Sur ce potentiel, par exemple, qui est offert au Sénégal, 240 000 hectares, il y a un aménagement de quoi? La moitié à peu près, donc 120 000 hectares aménagés. Et sur ces 120 000 hectares aménagés, la totalité n'est pas mise en valeur. C'est-à-dire qu'on peut aménager des terres et sans même les mettre en valeur. C'est-à-dire le taux de mise en on est autour de quoi? 80 000 hectares, maximum 100 000 hectares, mis en valeur annuellement. En Mauritanie, c'est encore moins. Donc ça veut dire que ça, c'est des problématiques qui sont là. Donc le fait qu'on est aujourd'hui dans l'incapacité donc de tirer le maximum donc de nos investissements. Et ça, je pense que bon, les États, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Leur responsabilité justement, c'est de s'assurer que l'eau est disponible donc dans le fleuve. Donc c'est ça qui a permis la construction des barrages. Maintenant, c'est le secteur privé de s'investir. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Il y a un phénomène nouveau qui est en train de se passer. C'est que dans un pays comme le Maroc, qui est un pays agricole, où les gens sont vraiment passionnés par cette activité-là, parce qu'il y a le souverain donc, qui a donné l'exemple depuis longtemps, qui s'est fortement engagé dans ce secteur. Donc l'agriculture est quelque chose de très développé au Maroc, mais ils sont dans une situation de stress hydrique. Au Maroc, il y a de sérieux problèmes. Depuis quelques années, il y a des endroits, par exemple, où ça n'a pas plu depuis 5 ou 6 ans. Moi, là, il y a 2 ans, j'ai visité un barrage qui était quasiment vide, qui était vide à 80% ou 90%. Donc il était vraiment quasiment vide. Donc ça veut dire que ce problème-là, aujourd'hui, les Marocains sont conscients qu'il y a un potentiel qui est sur le fleuve Sénégal et ils sont encouragés aujourd'hui, du côté aussi bien par les autorités marocaines que par les autorités mauritaniennes, à venir s'installer en Mauritanie. Donc pour faire de l'agriculture, parce qu'ils savent qu'il y a de l'eau, il y a de la terre qui est là, mais qui n'est pas exploitée, malheureusement. Donc, ce sont nos privés aujourd'hui qui ne sont pas suffisamment engagés dans ça. Donc, vous lancez une interpellation aux privés qui sont là dans la salle et qui ont, je pense, qui ont bien entendu l'interpellation. Donc, je demanderai à M. Dia, est-ce qu'aujourd'hui, il y a dans la politique de la CEMAF une place pour le secteur privé avant de donner la parole à la salle? Bon, peut-être que ce n'est pas une question qui peut être traitée par la CEMAF parce que nous sommes un opérateur choisi par la SOGEM pour exploiter les ouvrages. Mais je voulais juste embrayer pour dire qu'aujourd'hui, le rythme d'investissement de l'OMVS doit être accéléré. Pendant ces 40 ans, on n'a réalisé que 4 barrages. Aujourd'hui, si on avait fait beaucoup plus de barrages, on aurait eu beaucoup plus d'énergie propre et moins chère. Ça aurait pesé énormément sur les coûts du kilowattheure. Et en plus de cela, j'ai voulu te dire que l'apport, il y avait un apport aussi social, puisque aujourd'hui, au niveau de Manantali, nous avons un hôpital qui soigne plus d'une centaine de villages gratuitement. Nous donnons de l'eau et de l'électricité à toutes les populations gratuitement. Mais ce qui fait défaut, à mon avis, c'est les investissements. Nous avons actuellement un barrage dont le projet est mûr depuis longtemps en Guinée, le barrage de Koukotamba, qui est beaucoup plus important que le barrage de Manantali, mais qu'on peine à développer. Mais pour les développer, ces barrages, il faut améliorer la gestion de nos sociétés, la gouvernance, pour avoir une signature mieux autorisée et accéder au financement. L'électricité, il n'y a pas photo. Si vous avez le projet, si vous avez prouvé que vous pouvez le rembourser, surtout en énergie propre, vous allez trouver les investissements. Aujourd'hui, on aurait pu faire beaucoup de barrages et profiter de cette manne hydraulique qui est naturelle, combinée à notre gaz commun, pour jouer un rôle prépondérant dans le prochain marché de l'énergie. D'accord. Merci. Je pense que c'est bien saisi. Donc, une interpellation au seul représentant du secteur privé qui est là. Souvent, on dit que l'obstacle est financier pour accéder à la commande publique, au grand marché. Est-ce que c'est un vrai obstacle ou bien chez 3MD, vous avez déjà
franchi et dépassé cet obstacle? Oui, M. Watt, effectivement, la problématique, c'est un enjeu et c'est un frein. Mais pour revenir aujourd'hui sur notre exemple, je disais tout à l'heure que le secteur, il y a la partie production, il y a la partie transport et la partie distribution. Peut-être que pour le secteur privé, ça peut être plus difficile d'essayer de capter tout de suite le marché qui est lié à la production, à la mise en place de centrales de production, parce que c'est des investissements qui sont assez lourds, qui sont complexes. La fabrication aussi de l'infrastructure, la partie transport, peut être un peu plus délicate parce que c'est aussi le réseau interconnecté, c'est 225 kV, c'est des investissements lourds. Mais déjà de commencer par la partie qui est la plus accessible, c'est la partie distribution. Nous, c'est ce que nous avons réalisé avec le poste préfabriqué. Je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, c'est un marché de 3 000 milliards de francs CFA qui n'est pas capté par les acteurs privés. Vous pouvez le répéter, s'il vous plaît? Je dis, aujourd'hui, en dollars, c'est entre 4 à 5 milliards de dollars le marché d'importation de produits électriques pour la sous-région. En francs CFA, c'est pratiquement 3 000 milliards qui sont importés, que ce soit les transformateurs, les câbles, les générateurs électriques, les appareils de commutation, les équipements pour l'énergie renouvelable. Tout cela, aujourd'hui, le secteur privé peut capter une partie de ce marché, de ce potentiel-là. Aujourd'hui, ce qui est capté ne fait même pas 10%. Vous voyez donc aujourd'hui la manne qui est là et sur laquelle nous pouvons déjà jouer. C'est ce que nous avons initié. Et aujourd'hui, c'est heureux de voir que nous avons pu avoir la confiance des régies d'électricité dans toute la sous-région. Et aujourd'hui, c'est une fierté de dire qu'une entreprise sénégalaise a pu mettre en place un produit qui est homologué par les régies d'électricité et installé sur le réseau électrique de toutes les régies d'électricité. Merci, M. Nema. Je pense que vos collègues du privé vous ont bien entendu et viendront vous voir pour profiter de votre expérience en la matière. Donc, malheureusement, on est vraiment tenu par le temps. Je vais donner un round-up à la salle pour quelques questions brèves. Donc, voilà, donc je donne à la jeunesse. Merci, on n'en a pas beaucoup vu durant ces 2 jours. Et priorité aux dames. Donnez à madame, s'il vous plaît. Les hôtesses. Allô? السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي برديس محمد، نائب اتحادية الوطنية للزراعة. السلام عليكم. Je m'appelle Berdis Mohamed. Je suis la vice-présidente Fédération nationale de l'agriculture en Mauritanie. سؤالي هو en tout cas عندي remarque و question. سؤالي هو شنو هي الآلية اللي نقدو نحن كمزارعين نجبروا في توفير المياه عن طريق لون في اس بما أننا نعاني من هذه المشكلة دائما. C'est mon question moi. Comment on peut régler le problème de l'eau surtout côté barrage d'Ama. Surtout côté barrage d'Ama. Mousna defna ben les terciliers de Soged à Mauritanie comme les Soged qui gèrent le barrage pour les problèmes des agriculteurs à barrage d'Ama. Xamna comme li nga waxe légui problème bi moy les agriculteurs marocains et d'autres mais comment on peut régler ça مع les Soged. Remarque ma moy remarquement moi si forum bi les gens qui programmer le forum bi nous les jeunes nous gisno sunu bop wara mënu am ben paliniste entre les jeunes mauritaniens et les jeunes sénégalais. On partage comment on peut faire en avance. Ça c'est un. Parce que man
En tant que vice-président Fédération nationale de l'agriculture, je fais beaucoup de réunions avec le deux anciens ministres de l'agriculture en Mauritanie et les trois ministres de l'agriculture des ministres de l'agriculture à Sénégal et les trois ministres de l'agriculture en Mauritanie pour voir comment on peut partager entre les agriculteurs mauritaniens et Sénégal pour en avance. Mais le problème, chaque fois, quand je vois le ministre, nous continuons à 70%. Après, nous changeons de ministre, nous devons aussi première. Et là, nous pouvons avancer comme ça. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah. Oui, merci. Mohamed El-Hannin, directeur support à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie. Mais ce qui attire mon attention ici et qui revêt pour moi une importance particulière, c'est le libellé de la thématique. L'eau comme source de développement intégré et de cohésion sociale. Et à ce titre, j'utilise ma seconde casquette comme secrétaire général de l'Association des régions de Mauritanie pour évoquer un problème qui me semble être crucial. Problème crucial qui, en même temps, constitue un paradoxe. Nous avons le barrage de Manantali. Tout à l'heure, il a été souligné qu'à des périodes, étant donné la capacité de stockage, les eaux, l'eau est déversée dans l'océan. Alors que de l'autre côté, des populations assoiffées, dans des zones où peuvent être développées l'agriculture, le maraîchage et d'autres facteurs qui soient générateurs de revenus généralement pour des populations qui en ont fortement besoin. Mais la première, et la priorité une naturellement, c'est d'abord le besoin de satisfaire la soif de populations étendues sur des territoires. C'est ce paradoxe que je voudrais quand même un peu dessiner comme tableau en face de ces éminents panélistes pour dire quelle est la vision de l'OMVS. Et à travers cette institution, le barrage Manantali, qui est quand même un trésor, je dirais, bleu, pour justement apporter des solutions idoines à ces difficultés de taille. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. C'est M. Sow Moussa Demba, ancien maire de Kaïdi, député de Kaïdi, actuellement membre du bureau de l'association Mauritanie-Sénégal. Je m'adresse à la SOGENAV parce que vraiment je me pose des interrogations. Le directeur a parlé tout à l'heure de la navigabilité sur le fleuve, mais il a dit qu'on a retardé parce qu'il y avait la Covid et puis peut-être manque de volonté politique ou tergiversation de l'État. Ça, c'est des termes diplomatiques. Mais ce que je veux savoir, c'est que je ne comprends pas. Parce que je sais qu'il y a quelques années, quand j'étais maire, on a tenu un séminaire ici, à Téroubi, et c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie qui était secrétaire général de l'OMVS. Et à l'époque, le financement était bouclé sur la navigation. Et on nous disait même qu'on avait déjà acheté certains bateaux qui étaient à Saint-Louis. Et je me demande vraiment ce rétropédalage-là est dû à quoi? Parce que vraiment je n'y comprends rien. Et
Ma deuxième question, c'est toujours sur la navigabilité du fleuve, la chute des eaux, les escales. Et qu'est-ce qui advient du patrimoine de l'eau inverse, parce que entre les États riverains, les escales du Bouel Mogdad, si on peut le dire, étaient du patrimoine de l'eau inverse. Aujourd'hui, je crois, par le fait qu'on laisse tout prendre, aujourd'hui, je crois, face à la tergiversation, dans certains États, comme la Mauritanie en tout cas, je parle de Kaïdi, si demain il y a la navigabilité, où est-ce que vous allez mettre le port? Parce que l'escale, comme vous l'avez abandonné, aujourd'hui est occupée par la marine de la Mauritanie. Comment vous allez faire si la navigabilité est rétablie? Est-ce qu'il y a des discussions avec les États pour que ces escales-là, Matam, Kaïdi, Podor, Dagana, soient préservées comme étant le patrimoine de l'OMVS? Je voudrais avoir vraiment des éclaircissements sur ce plan-là. Merci. 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 Donc, est-ce qu'on poursuit ou bien le temps imparti nous... Hein? Voilà. Voilà. Alors, je donne... À Rosso, je ne peux pas résister. Je n'ai pas voté. Hein? Merci beaucoup, c'est Fall Ahmed, parlementaire mauritanien. Je suis le député du département de Rosso. Et je fais partie aussi de cette délégation de députés dirigée par M. Khamis, honorable Khamis. Moi, j'ai juste une question. C'est par rapport... vous savez, c'est destiné vraiment, en tout cas, à nos panélistes de l'OMVS. Il y a ce qu'on appelle le TIFA, ce que vous connaissez, cette plante qui est encombrante et gênante, je dirais, en tout cas qui se trouve sur nos deux rives. La question est, est-ce que vraiment il y a une mesure, en tout cas d'exploitation ou de nous débarrasser en tout cas de cette plante qui est très encombrante et sur lesquelles on peut exploiter aussi. Ça peut générer beaucoup d'emplois parce que dû à son transformation. La transformation en tout cas de cette plante en charbon ou en compost, quand même peut vraiment bénéficier pas mal d'emplois, en tout cas pour sur les deux rives. Et c'est une plante qui est très encombrante, en tout cas au niveau de la région du Trarza. Et je demande vraiment s'il y a en tout cas des mesures par rapport à cela, parce qu'on ne peut plus voir en tout cas notre fleuve. Et l'autre question à M. Dia, est-ce que vraiment ce système de dragage concerne exactement les deux rives, en tout cas de cette plante, ou bien c'est uniquement au niveau pour permettre en tout cas le passage des bateaux ou en tout cas des ferries? Et voilà ma question. En tout cas, c'est très important et nous aimerions vraiment avoir une réponse à cela. Parce que depuis très longtemps, nous n'avons pas eu quand même des mesures ou des engagements de nos deux pays, en tout cas par rapport à cette plante. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Donc, il y a beaucoup de mains qui se lèvent et le temps s'écoule inexorablement. Voilà. On a déjà donné à un jeune. On va donner, écoutez, on va donner à une personne qui n'est ni sénégalaise ni mauritanienne, un petit peu, puisqu'on parle d'Afrique. On parle d'Afrique. Ah, je vois un exemple. Ah, ouais. Ah, Mali, oui. Ouais. On va écouter nos voisins. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Je tiens déjà à remercier tous les panélistes, puisque c'était une conférence vraiment pertinente. Merci. Donc, je suis Madeleine Taylor-Mendy, CEO de la société Scandinafrica, bissau-guinéenne, donc voisine, et intéressée aussi par ce qui se passe évidemment entre le Sénégal et la Mauritanie. J'ai pris quelques notes. J'ai vu lors de vos développements que dans les sous-sols, il y avait 100 fois plus d'eau. Mais je ne vous ai pas entendu parler du dessalement de l'eau de la mer. Parce que dans les sous-sols, il y a peut-être 100 fois plus d'eau. On a parlé des fleuves, mais concernant le dessalement de l'eau de la mer, qui pourrait être aussi une source avec les énergies renouvelables, c'est-à-dire des panneaux solaires donc, qui limiteraient l'énergie. Est-ce que vous avez des solutions pour ce type de projet? Merci. Merci. Voilà, merci Madeleine Taylor, encore un voisin.
Bonjour, je me présente, c'est Paul Marifay. Je représente la SAED. Donc en fait, je voulais juste intervenir parce qu'il y a une petite interpellation au niveau de nos deux sociétés sœurs, à savoir la SAED et la Sonader. Je pense que le doyen l'a dit, peut-être on travaille de façon cloisonnée. Dieu a fait qu'en fait on a les mêmes missions qu'on a créées sur la rive gauche et la rive droite et a pour objectif la promotion de l'agriculture irriguée. Mais je pense quand même on discute ensemble parce qu'on est présent au niveau du réseau ouest africain des sociétés de gestion de l'irrigation. Et au mois de janvier passé aussi, il y a une délégation du Sénégal qui est partie à Nouakchott et les deux DG effectivement ont signé une convention. C'est pour un peu, en tout cas, discuter, voilà, justement parce que le doyen parlait de cloisonnement. Et aussi on est présent à l'intérieur de la commission permanente des eaux de l'OMVS où effectivement la planification des ressources est discutée. Voilà, donc l'OMVS, la SAED et la Sonader travaillent ensemble. Donc je redonne à un jeune. C'est pas facile. J'insiste. Parce que personne n'a parlé de l'environnement. L'environnement, allez-y, après. Bonjour, moi c'est Baba Saïd Bali. C'est du Mali. Donc on parle de l'OMVS et merci d'avoir choisi Azalaï parce que je suis du groupe Azalaï. Alors, je n'ai pas entendu parler de l'environnement. J'ai été le président de l'Association africaine pour le développement des énergies renouvelables. Et dans ce cadre, on s'était approché de l'OMVS pour voir si l'OMVS pouvait nous aider à former des cadres pour que, après Kyoto, pour que nous puissions avoir les fonds carbone après l'adoption du MDP. Alors, je me rappelle que j'ai rencontré à l'époque la ministre de la Mauritanie, la ministre mauritanienne chargée de l'environnement. Enfin, on a rencontré plusieurs ministres et on nous a dit ça c'est un peu compliqué pour nous. Donc, c'est à quoi je voulais venir, c'est le know-how. Nous avons les mêmes problèmes en Afrique depuis 1960. Exactement les mêmes problèmes. Ça ne bouge pas beaucoup, même si ça s'améliore un peu parce qu'on n'a pas le know-how, parce qu'on n'investit pas dans l'éducation. Je tiens à prendre un petit exemple. Quand il y a eu Kyoto, on s'est dit, ça c'est une chance extraordinaire pour l'Afrique parce qu'on ne pollue pas et on a besoin d'argent pour se développer. Résultat des courses, des pays comme la Chine qui polluent beaucoup plus que nous, ont eu 100 milliards de dollars par an sur les fonds carbone. Je ne pense pas que le Sénégal en a eu 150 000. L'OMVS aurait pu être un très bon facteur pour aider à obtenir ces fonds carbone parce qu'il fallait tout juste le know-how. Et nous avons les mêmes problèmes parce qu'on n'appuie pas sur le bon bouton. Tous ceux qui ont pris des exemples de réussite tout à l'heure avant vous et vous ont pris les exemples sur des pays de l'extérieur. Je crois que c'est M. Seul qui a pris l'exemple sur l'Afrique du Sud comme exemple de réussite. Et l'Afrique du Sud a, dans le classement mondial, tout le temps les 10 meilleures universités africaines dans le classement mondial. Voici notre problème. Merci. Merci. Une problématique intéressante. La finance carbone. Voilà. Oui, la finance carbone. Le temps imparti est très court. Donc, je salue juste la présence du président du groupe d'amitié parlementaire Sénégal et Mauritanie, qui est là aussi. C'est l'honorable Mamadou Mansour Kébé, l'honorable député. Donc, vos applaudissements. Voilà. Donc, les deux réseaux parlementaires sont là, la rive droite et la rive gauche. Et j'espère que dans les actes du forum, on va, si on institue un comité ou une commission pour poursuivre les échanges qui ont été développés ici, que ces deux réseaux en feront partie. Donc, je vais donner à nos chers panélistes, à chacun une minute pour conclure, avant de vous laisser, de vous libérer pour nos parents serrères qui sont là. Voilà, donc, allez faire cette pause déjeuner et revenir pour conclure avec le dernier panel. Donc, je commence par le doyen. Voilà, votre conclusion en une minute. D'accord, merci. Ça a été très intéressant
de discuter. Malheureusement, bon, c'est toujours comme ça. Mais je vais faire juste un point, quoi, parce qu'on en parle trop, mais souvent on ne mesure pas ce qu'on dit. On dit, on jette dans la mer X millions de mètres cubes ou milliards de mètres cubes d'eau par jour. Mais c'est normal. Ça peut vous choquer, mais il ne faut jamais avoir un bassin hydrographique fermé. Le bassin du Mekong était fermé. On était obligé de casser des barrages pour permettre à l'eau de passer. Ça, c'est l'aspect environnemental, protection de l'environnement. Si le bassin du fleuve Sénégal est fermé à Diama, mais une ville comme ça, elle va disparaître très prochainement. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Donc, il y a une quantité d'eau qui doit passer, nécessairement, et on doit faire la comptabilité de l'eau sur tout le bassin. C'est ce qui n'est pas fait. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, vous avez une dame a parlé un peu des eaux souterraines et des trucs. Effectivement, l'OMVS s'est engagé dans le bassin sénégalo, le bassin aquifère sénégalo-mauritanien, qui est l'un des plus grands bassins de l'Afrique de l'Ouest dans le domaine de l'eau. Et son exploitation va alléger, va faciliter également l'alimentation en eau de toute cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Il va de soi que c'est la même chose dans les autres bassins. Et ce qui est intéressant ici, c'est que de commun accord, ce bassin-là, il traverse et la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie et va jusqu'en Guinée-Bissau. Mais l'OMVS va avoir la charge de coordonner tout ça. Ça montre également qu'il y a une question d'intégration. Maintenant, sur vos histoires, peut-être si vous voulez, parce que madame a parlé un peu de dessalement. La question aujourd'hui qui se pose, c'est qu'il y a suffisamment d'eau douce. Il est beaucoup. Et si vous voyez les coûts d'investissement pour les eaux salées, posez-vous la question, est-ce que ça vaut la peine de le faire? C'est juste une question économique. Hein? Voilà. Mais le dessalement, c'est connu. Mais moi, je persiste et signe pour dire qu'il y a suffisamment d'eau douce et mieux vaut mettre l'accent sur ça aujourd'hui que d'investir dans des choses qui ne sont pas utiles pour moi aujourd'hui en tant qu'hydraulicien. Je le dis et je le maintiens. Merci. Merci, docteur. Voilà. Venons-en maintenant à Madi Kembo, directeur général de la SOGENAV, pour sa conclusion en 1 minute. Bon, en guise de conclusion, je veux répondre à M. le maire. Par rapport aux escales, je pense que nous avons déjà lancé l'appel d'offres pour la réhabilitation de toutes les escales dont vous parlez. Donc, à la rive mauritanienne, il y a les escales de Rosso, de Bogué et de Kaedi qui sont concernés. Et puis, il y a des appontements, Gouraï, Nyangé, Lexeba et Sivet. Ça, l'appel d'offres a été lancé, donc je pense qu'on n'a rien délaissé. Maintenant, par rapport au rétropédalage, il n'y en a pas. Donc, comme j'ai dit, on avait signé un contrat avec AFCONS, un contrat commercial dont vous parlez en octobre 2019, avec un financement Eximbank qui était acquis. Et on avait demandé aux États d'envoyer les requêtes. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait que le Mali qui avait envoyé sa requête. Le Sénégal et la Mauritanie ont tardé. Plus tard, la situation financière du Mali et de la Mauritanie se sont dégradées. Le Sénégal a porté donc l'enveloppe globale, mais finalement, Eximbank s'est désisté. Voilà. Bravo pour la concision. Donc, pour sa conclusion aussi, Monsieur Youssouf Kamara, directeur général de la SOGED. En 1 minute. Bon, merci. Bon, je vais essayer de répondre à 2-3 questions rapidement. Bon, la première à laquelle je vais répondre, c'est ça concerne Madame Berdis, quand elle a parlé du problème quand elle a soulevé, en fait, oui, allô? Non, je pense que c'est l'autre micro qui est meilleur. Hein. Je pense qu'il y a des... Allô? Oui, donc je disais, pour répondre rapidement à quelques questions, la première constat a été soulevée par Madame.
Bon, pour ce qui est en fait de l'assistance de la SOGED pour certaines activités, notamment de développement agricole, bon, on n'a pas de responsabilité particulière, donc en termes d'appui, etc., pour le développement de l'agriculture. Ce qu'on peut faire, comme ça a été dit donc, dans ma présentation, c'est de nous assurer qu'il y a suffisamment d'eau dans le fleuve et que cette eau-là puisse être accessible aux différents utilisateurs qui en ont besoin. C'est ça notre responsabilité. Maintenant, sur le reste, ça revient à chaque État de s'assurer que cette eau-là est exploitée donc, de façon cohérente et de façon coordonnée, donc en fonction des choix de chacun des pays, donc en fonction de ses priorités. Donc c'est ça que nous avons comme responsabilité. Donc c'est un niveau sous-régional. Maintenant, au niveau national, chaque pays a ses stratégies. Voilà. Maintenant, sur le TIFA, rapidement, parce que c'est une question importante. Bon, le TIFA, pour nous aussi, c'est un problème. Hein. Ce n'est pas seulement un problème pour vous. Parce que, comme je disais tout à l'heure, nous avons la responsabilité de nous assurer que les usagers ont accès à l'eau, mais le TIFA, par sa présence massive, empêche donc l'eau de circuler correctement donc, sur les canaux. Donc ça, c'est un problème. Donc ça veut dire que voilà, c'est une problématique qui est là. Il n'y a pas de solution radicale, il n'y a pas de solution définitive. Le TIFA, c'est une plante endémique, ça veut dire qu'elle existait là avant les barrages. Bon, ce qui a fait que ça s'est développé justement, c'est le fait que le barrage de Diamant... Comment? Non, je n'ai pas fini. Non, attendez, non, vous pouvez accuser le barrage. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est simplement pour vous préciser que cette plante est une plante endémique. Ça veut dire qu'elle existait avant le barrage. Moi j'en sais quelque chose. Parce que j'ai fait mes études au Prytanée militaire à Saint-Louis. Donc, à l'époque, c'était bien avant la construction des barrages. Et à l'époque, moi, je voyais le TIFA sur le fleuve. Donc, il ne faut pas accuser le... Mais maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que le barrage, en créant les conditions plus favorables, c'est-à-dire en arrêtant la remontée de la langue salée, a favorisé la multiplication de TIFA. Mais ça, c'est normal. Vous savez, dans des infrastructures hydrauliques, quelles que soient les infrastructures que vous mettez en place, il y a forcément des aspects positifs et des aspects négatifs. Ça c'est clair. Voilà, donc c'est ça la situation. Ce que j'ai dit tout à l'heure en termes de développement agricole, ce que j'ai dit en termes d'alimentation en eau potable, ça, c'est des aspects positifs aussi qu'il faut prendre en charge. Maintenant, sur le TIFA, comme j'ai dit, il n'y a pas de solution miracle. Ce qu'on peut faire, c'est l'exploitation, la mise en valeur de cette ressource-là. Nous avons tout le temps des promoteurs qui viennent nous approcher. Le dernier exemple dont je me souviens, côté Mauritanie, c'était une dame qui est venue nous présenter son projet. C'était l'exploitation de TIFA pour produire du papier. Voilà, nous l'avons reçu, nous avons discuté, elle nous a fait des promesses, elle nous a présenté un projet avec des financements, etc. Mais après, on ne l'a pas revu. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'implication du secteur privé. Tout le temps, nous recevons des promoteurs qui viennent aussi pour la production d'électricité, par exemple, à partir du TIFA, pour la production, etc. Il y en a plusieurs. Voilà. Donc, mais après, il n'y a pas de suivi. Voilà, donc c'est ça que je peux dire. Mais c'est une préoccupation que nous avons et que vous aussi vous avez. Donc, voilà. Merci. Merci mon cher camarade. Merci. Je vais donner aussi la parole à mon cher Dia, directeur général de la CEMAF, pour sa conclusion en 1 minute. Merci. Ma conclusion, c'est peut-être un appel pour demander à chacun d'entre nous de faire tout son possible pour préserver cet outil qu'est l'OMVS, qui nous a été légué par nos prédécesseurs, en améliorant la gouvernance, en prenant des actions concrètes pour investir et en apportant les bénéfices pour nos populations, parce que cet exemple unique, pour le moment, n'est pas suffisamment bien exploité. D'accord. Merci pour la concision. Et pour finir, le secteur privé a le beau rôle. On a beaucoup parlé du secteur privé, donc concrètement, quel est l'élan par rapport à l'OMVS, par rapport aux eaux du fleuve Sénégal? Merci M. Watt. En guise de conclusion... Conclusion en 1 minute. Oui, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, quand on regarde, l'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants. 600 millions n'ont pas accès à l'électricité. Quand on prend la sous-région, on dit que c'est 423 millions d'habitants
et la moitié aussi n'ont pas accès à l'électricité. On a un taux d'électrification à 55%. C'est pour dire qu'aujourd'hui encore, la moitié de nos frères n'ont pas accès à l'électricité. Et le développement économique ne peut pas se faire sans accès à l'eau et à l'électricité. Et pour cela, le secteur privé a un rôle primordial à jouer. Et pour cela, il faut industrialiser le secteur électrique de l'Afrique. Il faut mettre en place des unités industrielles, comme nous avons fait, pour accélérer l'accès universel des populations à l'électricité et qu'ils puissent se développer et qu'ils puissent développer économiquement nos pays. Donc c'est en ces mots-là que je voulais conclure mon intervention. Vous remercier l'ensemble des collègues panélistes qui sont là. Merci et des applaudissements pour l'ensemble des panélistes. Merci. Je pense que c'était un débat fort intéressant, l'eau comme source de vie, de développement intégré et de cohésion sociale. Donc des applaudissements pour nos panélistes.